Ali Anjou qui a sorti de ses valises les good luck. Bonjour Omar. Bonjour Maury, bonjour à tous. Laurent Roland-Tonné, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Plaisir partagé, Maury Agua, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Omar Anjou, bonjour. Bonjour. Cette semaine a été quand même riche en informations, riche, je vais dire, en actualité. Et je crois que les dernières nouvelles, c'est les questions au gouvernement, dialysé, réforme des médias, mais aussi la nomination de Edouard Loko comme président à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Je sais que depuis lundi, vous étiez sur ce plateau chaque jour et que certainement vous aviez déjà dit certaines choses. Aujourd'hui, c'est vendredi, mais s'il reste des choses à dire, vous allez le dire. On va démarrer par cette question dont vous parlez souvent, les dialysés. Aujourd'hui, on pense quand même qu'on peut être fier de la façon dont les choses se passent à l'Assemblée nationale avec des questions orales au gouvernement. Vous avez suivi la réponse du ministre de la Santé. 2 milliards si on doit subventionner. Est-ce que 2 milliards pour sauver des vies, des Béninois, c'est déjà trop et ça dépasse le gouvernement? Laurent, on entend les presse. Ah, écoutez, le ministre de la Santé, je suis scandalisé parce que quand on a des parents qui souffrent de ce mal et qui sont en difficulté depuis des années, des mois, et on interpelle chaque fois le gouvernement pour la prise en charge gratuite de ces personnes et que on ne le fait pas et qu'on vient de dire que pour la prise en charge gratuite, il faut 2 milliards. C'est à croire que 2 milliards, c'est 1 million, c'est 1 milliard de dollars ou 2 milliards de dollars. C'est quand même en CFA. Donc ça fait 1000 millions fois 2. Et je crois que ce que nous dépensons dans les projets au Bénin depuis 2016, ça dépasse 2 milliards. 2 milliards quand même par an pour sauver des gens. Je crois que ce n'est pas beaucoup d'argent. Et j'ai comme l'impression que, comme peut-être on ne se retrouve pas encore en difficulté parfois, on a tendance à banaliser la vie des autres. Écoutez, la première personne avec qui j'ai travaillé en tant que journaliste après ma formation, c'est Judical Baguidi. Je le dis haut et fort, avec le directeur de publication du journal Écho de nos communes. Je parcourais toutes les communes de l'Atlantique à l'époque avec ma moto pour aller interviewer les chefs villages, les chefs quartiers. C'est celui-là qui a été la première personne à m'employer. Et ça fait des mois que cette personne souffre. Et c'est quand même un journaliste. D'abord, c'est vrai qu'un journaliste est toujours quand même un citoyen aussi. Mais depuis, regardez combien de fois il publie ses photos sur les réseaux sociaux. Combien de fois il quémande parfois, qu'on lui envoie 500, 500. Oui, il faut le dire comme ça. Il a dû quitter ce pays pour aller s'installer en Côte d'Ivoire parce que là-bas, la prise en charge est gratuite. Et là, je n'ai pas compris. On a dit qu'à un moment donné, on a suspendu parce qu'il y avait mauvaise gestion à ce niveau. D'accord, vous avez suspendu. Mais vous auriez dû déjà faire le ménage et en même temps rétablir la gratuité de la prise en charge. La dernière fois, vous avez vu notre confrère aussi qui a Kingo News, qui TV, qui aussi a eu le même problème. Et on a commencé à demander aux journalistes de cotiser de l'argent pour lui. Et ce dont on parle, c'est-à-dire que quand si le ministre parlait de 10 milliards, je pourrais comprendre que c'est beaucoup d'argent. 2 milliards de francs CFA. Et par an. Et ce n'est pas par mois. Non, pas par mois, hein. C'est par an. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on ne prend pas au sérieux la vie des autres à un moment donné? Pourquoi est-ce qu'on traîne? J'ai vu que le ministre a donné des explications pour dire ceux qui sont de la fonction publique, en tout cas de l'État, la fonction publique, ceux-là ont la chance d'être pris en charge à un niveau, jusqu'à un degré donné. Mais pour ceux qui ne sont pas des agents de l'État, c'est que c'est difficile aujourd'hui de suivre ça. Et des gens sont morts. Ils sont morts, malheureusement, sans aucun compte rendu, sans rien, c'est-à-dire ils espèrent. Quand vous voyez la manière dont Judical Baguidi, tout le temps, chaque semaine, il écrit des messages chaque fois. Parfois, moi, ça me dérange. Mais moi, je n'ai aucun moyen, je n'ai aucun pouvoir pour changer la situation. Oui. Mais que quelqu'un... Et la dernière fois, il a écrit un long texte pour interpeller les politiques, les politiciens. Oui, donc quand on parle de 2 milliards, je dis, mais c'est quand même 2 milliards, et c'est à cause de 2 milliards qu'on laisse les gens mourir comme ça.
alors que 2 milliards, on investit dans d'autres choses. On a d'autres priorités sur lesquelles peut-être on met 2 milliards et que peut-être ces priorités ne sont peut-être pas de priorités. On peut réorienter cette dépense-là du côté de ces personnes-là parce que c'est des gens qui ont encore beaucoup à apporter à notre pays. Parmi eux, il y a des cas, il y a des compétences qui peuvent encore servir le Bénin pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, pourquoi pas. Mais parce que certains parmi eux n'ont pas de prise en charge, meurent. Vous avez vu la dernière fois la photo de la dame à Porte-Nouveau qui a circulé, une très belle dame, mais malade, on a pu voir sous dialyse maintenant ce qu'elle est devenue. On la méconnaît, on la méconnaît. Et ces cas, il y en a plein. Donc si ce n'est que 2 milliards, je me pose la question de savoir, est-ce que les gens s'imaginent, en tout cas, quand le ministre de la Santé en parlant de 2 milliards, est-ce qu'au moins il s'est mis, en tout cas, dans la position des parents de ces personnes-là qui souffrent depuis des années, des gens qui ont perdu, des familles qui ont perdu papa ou maman et qui se sont retrouvés en difficulté. Pour manque de soutien. Pour manque de soutien. Est-ce que les gens réfléchissent à ça? J'ai pu voir un des députés, Kazmi Soussou, qui demande, qui pour faire 4 propositions au chef de l'État. Vivement que les 4 propositions qu'il a faites soient prises en compte et que nous puissions enfin trouver une solution. Aujourd'hui, Julie Kael n'est pas au Bénin. Il a dû s'installer au Togo, en Côte d'Ivoire, parce que là-bas, on le prend en charge et il suit les soins. Ce dont il a besoin parfois, c'est les médicaments. Donc, il est obligé de demander à ce qu'on lui envoie de l'argent, qu'on cotise de l'argent. Et les gens lui font régulièrement des dépôts mobile money pour qu'il puisse acheter les produits, les médicaments et autres là. Mais au moins, il a la chance d'avoir une prise en charge. Et ça, il faut le dire, s'il était ici, il serait déjà mort depuis. Hein. Mais écoutez, s'il était là, il serait déjà mort, malheureusement depuis. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait autant de temps comme lui. Parce que, à un moment, quand lui il était tombé malade, je ne trahis aucun secret en disant que c'est un de ses anciens camarades étudiants. Il est dans un creuset. Ils ont, en moins d'une semaine, mobilisé 2 millions pour lui. Et chaque semaine, il lui envoyait une partie pour aller faire la dialyse. Chaque semaine. À un moment donné, les gens... Écoutez, tout le monde a des problèmes. Les gens ont fait jusqu'à un moment donné. Ils étaient fatigués, ils ne pouvaient plus rien pour lui. Il a dû commencer par demander. C'est vrai qu'à première vue, ça dérange de le voir demander. Mais il n'a pas d'autre solution. Alors que nous avons un État là. Et c'est parce qu'on connaît Judicael. Sinon, il y a beaucoup de Judicael comme ça au Bénin qui souffrent en silence, qui meurent. Moi, j'en parle parce que moi, j'ai côtoyé Judicael Baguedi, je le connais. Il a une épouse, il a des enfants. Et regardez celui-là. C'est vrai que ce matin, hier soir, j'ai vu la une de son journal. Malgré ça, et c'est pour ça que je dis que les gens, quand même, il faut que les gens commencent par avoir un peu d'humanité en eux. Parce que vous imaginez... Non, un peu d'humanité en eux. Et, oui, moi je pense que Judicael, malgré son état, continue de sortir son journal. C'est-à-dire, vous imaginez alors s'il était bien portant, ce qu'il pourrait apporter à son pays. Hier nuit, j'ai vu la une de son journal. Et quelqu'un lui poser la question, malgré ton état de santé, tu continues de faire autant d'efforts. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? C'est ce qu'il a appris à faire. Et c'est ce qu'il a fait toute sa vie. Mais il suffit seulement de lui donner un coup de main, de lui trouver une garantie, ou par semaine, on peut lui faire la dialyse. Parce que pour faire la greffe de rein, c'est difficile. D'abord, il faut aller demander. Il faut attendre parce qu'il y a une file. Moi, j'ai pris contact avec une dame qui est en France, demandant justement à cause du Judicael pour dire mais est-ce que pour les greffes là, en France, comment ça se passe? Et elle me faisait comprendre clairement que non, vous demandez et on vous met sur la liste là. Et maintenant, quand quelqu'un veut décéder, veut mourir, il a un problème, veut mourir, et il souffre de l'étoile, il décide de donner ses reins à quelqu'un. Mais c'est les premiers déjà sur la liste là qu'on sait d'abord. Donc ce n'est pas priorité. Dieu sait combien sont sur la liste. Voilà, donc ce n'est pas évident qu'il ait la chance qu'on lui fasse une greffe de rein avant peut-être qu'il meure dans 10 ans ou dans 15 ans. Donc il y a tout un monde qui attend. Vous imaginez tout ça là? Alors, donc la meilleure chose c'est de lui faire au moins, de lui accorder la dialyse gratuitement chaque semaine. Et puis il pourrait continuer à bénéficier de ce privilège, cette faveur de l'État et servir encore, être utile pour notre pays. Oumar Diandjou, il faut que le gouvernement règle ce problème. Oui, il faut que le gouvernement règle ce problème. C'est déjà salutaire que nos honorables députés en parlent. C'est très honorable le fait d'en parler. Et j'aimerais dire que le régalien dont on parle, ce qui revient à l'État, je pense que ce sont de telles actions. Des actions au service des plus faibles d'entre nous. Les personnes qui sont des forces vives mais qui ont des difficultés. Et puis, quand on regarde très bien, le problème de la dialyse aujourd'hui, enfin,
comment on appelle, comment on appelle, de l'insuffisance rénale, je crois. C'est un problème qui devient de plus en plus un problème de santé publique. Vous voyez un peu. Et il faut le prendre vraiment très au sérieux. Et puis, vous voyez, il a parlé tout à l'heure de l'un de ses mentors qui en souffre et qui a besoin donc régulièrement d'aller faire sa dialyse pour pouvoir donc continuer à être très actif. Confrère, oui. Et ce n'est pas lui seul. Même les personnes de la classe... Et puis, c'est justement ceux qui sont vraiment de la classe moyenne qui arrivent véritablement à en parler. Même les plus nantis d'entre nous, à un moment, ils finissent par... Ils s'épuisent. Voilà, pas s'épuiser. Parce que les fonds ne sont pas, comment on appelle, non, comment on dit ça? Inépuisable, c'est ça? Non inépuisable, les fonds finissent à un Non moment. inépuisable, d'accord. Quel que soit ce que vous avez comme milliard, à un moment, ça va finir. Si vous devez payer autant de sous pour Parce aller que ça à fait chaque fois... 3 fois ou 2 fois par semaine. Voilà, autant de sous pour aller... 120 000 Voilà. et quelques par semaine. Moi, je pense que c'est 2 un fois. secteur où l'État doit réfléchir et investir véritablement dedans. Parce que beaucoup de nos forces vives partent parce que tout simplement, il n'y a pas de moyens. Ce n'est pas seulement des journalistes. Moi, je connais des acteurs qui ont fait des SOS partout. Et à chaque fois, quand on voit ça, mais on est surpris. On se dit, mais lui aussi, il demande de l'argent, mais en réalité, il a déjà épuisé tout. Imaginez, rappelez-vous de Ernest Tchabikao. Ernest Tchabikao, par exemple. Vous Il avait imaginez, le même problème. c'est un talent. C'est un talent. L'une des premières séries panafricaines qui a été diffusée en Afrique, Ernest Tchabikao était dedans. Je crois que c'est, comment on appelle ça, Taxi Brousse, Taxi de Brousse. Iya Setchino. Mais Ernest, il a émerveillé toute l'Afrique par son talent, par son génie. Mais aujourd'hui, j'étais surpris de voir un tel monsieur en train de quémander de l'argent. Mais je me suis dit, mais il a fait quoi de sa carrière? Mais en réalité, voilà, en réalité, tout l'argent est fini parce que tout simplement, il faut à chaque fois aller faire des dialyses à ce coût-là. Personne ne peut, comment on appelle, ne peut résister. Personne ne peut tenir longtemps en payant de ces grandes sommes. Donc moi, ce que je veux dire, je sais que c'est compliqué pour l'État. Il y a tellement de secteurs. Autant, on ne va pas voilà. dire que c'est compliqué Oui, pour l'État. non, 2 milliards pour l'État, c'est pas compliqué. Écoutez, Pendant qu'on met des milliards dans d'autres priorités. Oui, je moi, suis- pense que je c'est pas suis- compliqué je pour suis- l'État. Pour organiser un concert, l'État, pour organiser un concert, c'est pas compliqué. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Pour une volonté Un politique, on peut le faire. Ce n'est pas à 2 milliards. Maintenant, il y a d'autres secteurs dans lesquels on investit des milliards pour des infrastructures et tout ça. C'est nécessaire, ce secteur-là. Mais je dirais même que c'est vital également là-bas aussi. Mais il faudra également voir comment est-ce qu'on peut faire pour que ce problème de dialyse puisse trouver une bonne solution. Parce que c'est une maladie face à laquelle on n'a pratiquement aucune solution sur le plan de l'indigénat, si vous voulez, sur le plan des tradithérapeutes, des tradithérapies que nos parents nous ont léguées, que les gens proposent aujourd'hui. Il n'y a pratiquement rien. Alors que pour toutes les autres maladies chroniques, bon, de temps en temps, les gens arrivent à proposer quelque chose. Mais contre la dialyse, mais il n'y a rien. Enfin, contre l'insuffisance rénale, mais personne. Qui Au contraire, tu vas détruire le reste de tes néphrons, des néphrons qu'ils ont dans tes reins, tu vas détruire le reste et finalement tu vas trépasser très tôt. Vous voyez? Donc il faut que nos gouvernants, nos autorités se penchent véritablement sur la question. Moi je dis et je répète, je sais que ce n'est pas évident. C'est pas évident, il y a tellement de problèmes à régler, mais c'est un problème qui devient vraiment un véritable problème de santé publique chez nous. Donc il faut qu'on y pense. Si des États comme la Côte d'Ivoire arrivent à le l'État n'a pas faire, l'argent, nous aussi on peut le faire. L'État n'a pas les 2 milliards par an là, alors qu'on suspend la subvention aux partis politiques, on met ça à la disposition des gens qui sont malades. Pourquoi pas? Parce que Pourquoi pas? Parce qu'en fait, on est pressé de payer l'argent aux partis politiques. Pourquoi pas? Parce que c'est combien? C'est 4 milliards ou bien c'est combien? Autour de 3 milliards. Donc, on est pressé de payer ça aux partis politiques, alors que 2 milliards, on ne trouve pas pour payer, pour sauver des vies. Moi, je pense que... Oui, il faut réduire l'apport aux partis politiques et donner ça. s'occuper des dialyses. C'est des pistes de solutions. Oui, la vie des partis politiques aussi, ça compte dans et que les Béninois aussi cessent de boire le Amassindi. Voilà. Il faut repartir aussi. Il y a des gens, dès qu'ils entendent que, voilà, il y a tel médicament qui fait quelque chose, surtout les médicaments que les gens envoient, des Chinois, des gens comme ça envoient, excusez-moi de le dire ainsi, mais il y a beaucoup. Je ne dis pas que tous les médicaments chinois sont mauvais. Je prends l'exemple des Chinois simplement parce que c'est ce qui est le plus récurrent. Et les gens viennent et te disent, non, c'est bon, ça lave les reins, c'est ci, c'est ça. Et dès que tu fais ça, le lendemain, tu pisses, tu vas réellement à la scène.
celle qui fait tout. Et toi, tu te dis que non, c'est bon. Tu as bien fait. C'est dangereux. C'est ce qui tue, c'est ce qui détruit nos néphrons, c'est ce qui détruit nos reins. Donc, il faut faire très attention. Et éviter de prendre ces genres de médicaments. Il y a des gens, dès qu'ils sortent, toi, tu es conducteur de Zem. Le matin, tu sors avec ton Zem et ta première priorité, c'est d'aller prendre quelque chose au bord de la voie qui vont préparer avec quelle eau, tu ne sais même pas. Peut-être que c'est de l'eau de puits, c'est déjà très grave pour ta santé. Avec quel dosage, on le sait, dosage acido-basique. Voilà. Et en plus de ça, aucun dosage, aucune posologie n'est respectée. Un seul peut dire non, il faut me mélanger ceci. Quel médicament règle tous les problèmes? Un seul médicament qui règle tous les problèmes de santé d'un individu. Voilà, il n'y a pas de panacée. Ça n'existe pas. C'est des histoires que les gens racontent. Il faut faire très attention. Ça nous détruit plus que ça nous soigne. C'est le moment d'inviter les gens Moi, à faire attention. Je crois qu'on ne va pas dire tout de go, c'est parce que nous prenons les tisanes que nous souffrons, nous avons l'insuffisance rénale. Non, mais il y a notre produit aussi. Il y a des produits que nous prenons. Mais n'oubliez pas aussi qu'il y a des comprimés que nous prenons parce que l'automédication détruit. Ça aussi également. En réalité, c'est ce que nous ne précisons souvent pas aussi aux gens. Parce que quand il y a vous avez un début de palu et vous ignorez peut-être, il y a des comprimés, je ne vais pas citer, parce que de peur de subir la rigueur ou bien la pression des laboratoires. Mais il y a des médicaments, vous avez juste un début de palu, vous ignorez, vous prenez ces médicaments, ça fout vos reins en l'air. C'est vérifié, les médecins vont vous le dire. Donc, ce n'est pas que ce que nous prenons en termes de tisane ou amassidi. Moi, je n'ai jamais été d'accord pour l'effet de amassidi où on en a 2, 3, 4 à la maison. Mais j'estime aussi que les médicaments aussi que nous prenons même des produits que nous prenons, écoutez, et les gens doivent faire attention. Parce que la dernière fois, avant-hier, j'ai fait une expérience. Laquelle? J'ai un problème. On m'a fait une ordonnance. Je suis allé dans une pharmacie pour acheter le produit. Et le docteur qui était là dit, je ne te vends pas le produit si tu n'amènes pas l'ordonnance. Parce que j'avais oublié l'ordonnance à la maison, j'ai montré la photo, elle a refusé. Et elle me dit, vous amenez l'ordonnance, on fait la photocopie et on note ça avant de vous vendre le produit. Mais je suis allé dans une autre pharmacie, dans la même ville, on m'a servi le produit. En fait, je suis rentré chez moi, je suis allé chercher l'ordonnance. Et au lieu d'aller dans la première pharmacie, j'ai vu une autre pharmacie sur la voie. Et je suis allé dans la pharmacie là. J'ai dit, je vais acheter tel produit. Sans même sortir l'ordonnance, ils m'ont servi le produit. Là aussi, il faut commencer par. Parce que là, je suis d'accord qu'on m'a vite vendu le produit, mais je ne suis pas d'accord. Parce que j'estime que ça, par exemple, le produit dont on me parle, il y a du tramadol dedans. Et donc, c'est assez fort. D'ailleurs, quand je souffrais, j'ai pris juste un comprimé. Je vous assure que je me suis retrouvé très bien en quelques secondes. C'est la drogue à travailler. Donc, pour dire quoi? C'est pour ça que les gens refusent qu'on vende, qu'on ne peut pas vendre, disent de ne pas vendre sans ordonnance. Mais malheureusement, les gens vendent sans ordonnance. Ça veut dire que quoi? Quelqu'un, qu'une dame se lève pour aller dans cette pharmacie maintenant acheter ce produit-là. On va lui vendre ça sans prendre... Prochainement, quand vous aurez besoin de ça, il faut savoir que le docteur ne va plus vous vendre. Non, je le dis pour sauver des vies. Parce qu'il y a des gens, ces produits ne se vendent pas sans ordonnance. C'est clair. Parce que si vous le prenez sans ordonnance, sans prescription d'un médecin, ça peut vous créer d'autres problèmes. Oui, moi, il y a un médecin qui m'a dit un jour que chaque fois que nous prenons un médicament contre le palu, soyons sûrs qu'il y a un néphron. Le néphron, c'est l'unité fonctionnelle du rein. Il y a au moins un ou deux qui partent. On en a pris. Il y a au moins un ou deux qui partent. Donc, vous voyez, c'est très dangereux. Les médicaments aussi. Non, il faut faire très attention à l'automédication. Et il faut sensibiliser. À l'automédication. L'automédication, pardon. Il faut sensibiliser. Et aussi aux médicaments de la rue. Voilà, les médicaments de la rue, tout ça. C'est vrai qu'on a lutté contre, mais il y en a encore. Il y en a encore qui pilulent dans les quartiers où les gens arrivent à s'en procurer. Donc, il faut faire très attention. Il faut sensibiliser les pharmacies sur la nécessité de vendre sur ordonnance. Ça aussi. La nécessité de vendre sur ordonnance. Parce que les gens prennent ça, font de l'automédication. Après, les reins sont bousillés et puis on veut accuser les produits. Alors qu'on ne vous a pas prescrit ça. Si vous allez voir le médecin, en tenant compte de l'intensité du mal dont vous souffrez, il y a plusieurs produits qui peuvent vous écrire. Mais puisque vous avez acheté le produit une fois, ça a marché, on a le même problème, on coupe pour aller acheter ça. Et puis après, quand on a un problème, on pense que c'est les médicaments également. Laurent Roland Tonnéguès, c'est un sujet a retenu mon attention et a retenu l'attention de Oumar Déanjou également, à la une de l'événement précis. Oui, quelque chose, on a fait le débat off, pas avec vous, mais avec Peggy Ludovic Dagba. C'est en début de semaine. Ben, je constate par surprise que Jean-Pierre Hudon, l'ambassadeur, lance un cri d'alarme. Cri d'alarme. Situation du chemin de fer au Bénin. Laurent Roland Tonnéguès,
Ouma Adéandjou, nous en avons parlé à la conférence de rédaction et je peux vous le dire, nous avons prévu des sujets à propos. On dirait qu'il était avec nous en début de semaine parce que nous avons trouvé que ce n'est pas normal que le train ne siffle plus. Le train ne siffle plus au Bénin et les enfants ne savent plus ce que c'est vraiment. Nous allions en vacances en train, nous rendions visite à des parents en train et nous savons à chaque gare quelle ambiance régnait parce que le train circulait. Depuis quelque peu, au-delà de tous ces bons souvenirs aussi, les rails sont démontés voilà, par les vendeurs de fer. Au-delà de tous ces bons souvenirs que vous rappelez ce matin, que vous évoquez ce matin, moi j'aimerais dire à nos autorités qui aiment vraiment la modernité que le chemin de fer aujourd'hui fait vraiment partie de la modernité. Fait partie des meilleurs moyens aujourd'hui de transport, de communication entre les villes, entre même les États. Regardez un peu les pays les plus industrialisés. Pour aller très vite, c'est le chemin de fer aujourd'hui. Les trains à grande vitesse, TGV. Les TGV. Oui. Nous en avons besoin également. Est-ce que c'est au moment où on aura les moyens de le faire qu'on va commencer à dépenser encore de l'argent pour refaire comment on appelle les rails et tout. Donc il faut entretenir donc ces rails-là. Il faut revoir les sociétés qui ont été peut-être dissoutes. Voilà, il faut revoir toutes ces sociétés-là qui s'occupent des chemins de fer, qui s'occupent donc des trains au Bénin, parce que le train c'est l'un des moyens de déplacement du futur. Et ça là. Disons du moment, puisque à Côte d'Ivoire, à côté, Sénégal, Zambie, Tanzanie, Kenya, tous ces pays-là aujourd'hui sont rentrés dans ce mode-là. Et puis regardez dans nos grandes villes aujourd'hui, c'est criard. On n'a pas comment on appelle, de transport en commun bien organisé. Alors qu'avec le train, mais ça serait réglé. On relierait même peut-être Parakou en 1h30. Oui, Cotonou, Parakou, peut-être même en 1h30. Et on serait déjà à Parakou, et ça va faciliter tellement de choses dans notre pays. Voilà. Donc il faut penser à, comment on appelle, à l'utilisation, à réhabiliter le train pour que chacun de nous puisse, pour qu'on ait déjà un bon moyen de transport en commun au Bénin. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y en a pas. Dans tous les pays, il y en a, mais chez nous, il n'y en a pas. Allez juste en Côte d'Ivoire, les transports en commun sont développés. Chez nous, il n'y en a pas. Le ferroviaire qui a fait rêver, et oui, après silence radio, et aujourd'hui, le train ne circule pas. Ce n'est pas des acteurs politiques qui en parlent. C'est un ambassadeur, Eudon, qui évoque la question. Et c'est un cri d'alarme. Un moyen de développement, Laurent Roland-Toniquez. Le drame dans tout ça, qui nous échappe. Le drame dans tout ça, c'est que celui qui nous dirige est un fils de cheminot. C'est pourquoi c'est un drame C'est un drame parce qu'en réalité, au moins pour peut-être honorer la mémoire de son fait père, je crois que c'est normal de rétablir les chemins de fer. C'est très important. Alors, moi, mon avis sur la question, je l'ai dit une fois, je crois qu'on m'a... Peut-être qu'il se prépare parce qu'il y a tellement de choses qu'il a eu à embrasser. J'ai donné, franchement, il y a beaucoup de choses. Oui, j'ai donné mon avis sur la question. Il y a beaucoup de choses. Je crois que la seule fois où j'ai abordé ce sujet en allant dans les détails un peu, je crois qu'après, j'ai été repris et je comprends pourquoi. Repris par qui? Non, je ne vais pas faire ce détail au plateau. Mais toujours est-il que je sais que les chemins de fer, en réalité... Vous voulez encore aller dans les détails Non, je ne veux pas aller dans les détails. D'accord. Non, mais je crois sincèrement que nous avons un problème dans ce pays. Nous parlons de modernité, nous faisons des voies, et puis après, nous avons un avion pour relier rapidement Parakou à partir de l'aéroport Bernardin-Canty de Cotonou. Et puis après, mais c'est les chemins de fer que nous oublions, alors que les chemins de fer pourraient, si on les met en place, en fait, ça va permettre à ce que nos voies durent dans le temps. Pourquoi? Parce que les conteneurs de marchandises, en réalité, ne doivent plus prendre par les camions. Pour détruire les routes seulement en quelques années, voilà, qui nous coûtent beaucoup de milliards. Les chemins de fer, avec les chemins de fer, on envoie les conteneurs par les chemins de fer pour Parakou.
et les pays de l'Interland viennent chercher leurs conteneurs, les marchandises à Parakou. Sur les ports C'est secs. ce qui est prévu. Voilà un avantage. Donc, c'est ce qui est prévu. Un bel avantage. Mais il se fait qu'il y a Et un le port port sec, il y a un port sec qui existe déjà, hein, Maintenant, qui est à Parakou. Il se fait qu'il y a un port sec. Avec les normes, les rails modernes Oui, en déjà fait, expérimentés oui, qui existent. Les normes qui existent au plan mondial. Oui, Et les rails, je ne sais pas si c'est métrique, on appelle Oui. ça. Rail métrique. Non, en fait, il y a un terme qu'ils utilisent là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un port sec quelque part au sud du Bénin, où les marchandises sont envoyées. Ça profite à qui? Est-ce que si on met les chemins de fer pour envoyer les conteneurs par les rails, par les rails de fer, par les chemins de fer, est-ce que le port sec qui se retrouve quelque part au sud va continuer à fonctionner? Moi, je pense que je pense, hein, c'est mon avis, je peux l'assumer aussi, je l'assume. Il n'y a qu'une question d'intérêt dans ce jeu. Bon, peut-être qu'il y a une question d'intérêt, mais moi, je ne voudrais pas voir les choses seulement dans ce sens-là. Enfin, pas forcément dans ce sens, je veux dire. Moi, je dis, peut-être que nos autorités n'y pensent pas encore, parce qu'il y a plein d'autres chantiers sur lesquels ils s'investissent déjà. Voilà. Peut-être que c'est ça, mais nous avons aujourd'hui l'occasion d'attirer leur attention dessus. Est-ce que les chemins de fer, ça fait partie du développement. Mais la preuve est là. Tous les pays qui s'industrialisent aujourd'hui, il y a les chemins de fer. Les voies par lesquelles les chemins de fer passaient là. Est-ce que vous avez vu les travaux qui sont en cours sur cette tronçon-là? Il n'y a pratiquement plus d'espace où on peut mettre des chemins de fer après. Donc, il y a matière sur on a comme l'impression qu'on est en train d'effacer ça de notre mémoire. Oui, mais vous savez, la volonté politique peut tout. Vous êtes d'accord avec moi? Même s'il y a des maisons qui sont construites aux abords si on a la volonté et qu'on veut le faire, on va repartir non, mais on va... Si c'est des gens qui sont là installés de manière légale, on va leur trouver d'autres endroits pour s'installer. Le Bénin n'est pas complètement... Pourquoi dans la... Ils vont s'installer quelque part d'autre parce qu'on veut utiliser les chemins de fer. Pourquoi dans le plan... Et puis d'ailleurs, pourquoi est-ce que tout le monde aussi va s'installer au bord des rails? Non. On n'a pas... Au bord des rails, c'est pas tout le monde. Aujourd'hui, regardez par exemple au niveau de la bourse du travail. On a réalisé des boutiques là pour les artisans. Je suis complètement d'accord. Est-ce que vous pensez qu'avec l'espace là, un train peut passer? Moi, je pense que si on... Maintenant, il ne faut pas qu'on se leurre. C'est maintenant que dans le plan d'urbanisation, il faut prévoir l'espace pour faire passer le train. Pour dire que dans 5 ans, et là on a les images. Regardez, je suis d'accord avec en allant à Porte-Nouveau, vous avez vu ce qui se passe là-bas? On est en train de tout enlever, on fait les voies. voir. Je suis complètement d'accord avec vous. Et c'est là où je dis, avec la volonté politique, on peut y arriver. Tout dépend de la décision. Il faut que ça parte de leur fort intérieur et qu'ils se disent, OK, ça y est, on a compris le cri de cœur de ces gars-là qui sont sur ce plateau en train de crier ce matin. Une fois qu'ils le disent, par exemple, c'est fini, le problème est réglé. Il n'y a aucun souci. Ici, il y a des boutiques qui sont installées quelque part, on va les délocaliser. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais les chemins de fer, il faut penser véritablement à ça. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Laurent Roland-Tonné, je ne sais pas, en quelques minutes, oui, ce projet de boucle ferroviaire qui a opposé donc, le groupe Bolloré au groupe pétrolier, et finalement, ils sont allés à la Cour de cassation et raison a été donnée au groupe pétrolier, mais on n'a pas vu de suite. Vous avez chuté tout à l'heure par des intérêts. Vous avez chuté tout à l'heure par des intérêts. On a eu de suite. Mais il faut resituer. On a bien eu de suite. Le monsieur la suite pour moi est que le projet soit exécuté et qu'aujourd'hui... Je vous rappelle, il a gagné le procès et puis il devait commencer les travaux. Mais après, il a été décidé que le projet soit confié aux Chinois. Et les Chinois... À un moment donné, on commençait par faire un projet, en tout cas pour mettre en place ce qui est prévu, mais après, il y a des débats et silence radio. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Mbedi, ce week-end, nous souhaiterions que vous puissiez prendre la parole pour nous dire ce qu'il en est avec les rails aujourd'hui. Nous avons soif de savoir ce qu'il en est, puisque quelqu'un a poussé un cri d'alarme. L'ambassadeur Edon a poussé un cri d'alarme. Merci de tenir compte de son cri et de réagir. Nous allons passer à un autre sujet, tout en faisant un clin d'œil à Dr Valérie Idossou, qui est déjà dans les coulisses. Pour ce débat tout à l'heure, l'envoi des enfants en vacances, y a-t-il des dispositions particulières à prendre? Nous allons
parler de tout en ce qui concerne les vacances. Nous allons finir. Laurent Roland-Tonnet Ikes, oui, les journalistes jubilent. Je connais votre position. Je vais m'adresser à Ouba. Ouba, oui, peut-on espérer enfin une lueur? Il y a un de nos confrères qui a titré ce matin. Lueur pour les journalistes. Voilà. L'amélioration de leurs conditions. La précarité et la faim. La mendicité, la fin de la mendicité. Qu'est-ce que j'ai oublié, Laurent? Il y a beaucoup de l'attente des pédiums, si vous voulez. Parce que cela aussi, ça révèle pas mal de choses. Bon, au-delà de tout ça, moi, je reviens. Il y a un de nos confrères qui a fait un joli titre qui, moi, me convient. Il a dit entre jubilation et espoir. C'est où ça? Je ne me souviens plus. Oui, j'ai lu un truc comme ça. Voilà, il a dit entre jubilation et espoir. Voilà. Donc, lorsque vous espérez quelque chose, lorsque vous avez de l'espoir, c'est que vous vous dites, j'ai plus Dieu que ça aboutisse. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous avez quelques craintes encore. OK? Mais l'espoir est là. Mais quand vous jubilez seulement, c'est-à-dire que là, vous êtes sûr que c'est bon, c'est bon. Mais moi, je veux dire, d'abord, jubilation, pourquoi? Parce que, ça vous fait sourire. Jubilation, pourquoi? Parce que moi, je suis partisan comment on appelle, de la méthode où la méthode où on dit, il faut les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Pour diriger le ministère de la Santé, on prend généralement de grands professeurs dans le domaine. On prend généralement de grands médecins dans le domaine, des gens qui ont l'expérience du domaine. Pour diriger, je ne sais pas moi, d'autres secteurs, on fait de même. Pour diriger la Cour constitutionnelle. Par exemple, on prend un juriste, un journaliste une fois? Jamais. D'accord. Donc, si vous voulez diriger un organe qui est censé réguler les médias au Bénin, il est bon qu'on prenne également un professionnel des médias. Et ça, moi, je jubile déjà. Je jubile déjà pour ça. On a pris un professionnel des médias pour... Voilà. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Édouard Locaux, on le connaît tous. On le connaît tous. On connaît presque tous son parcours. C'est peut-être même un modèle pour chacun d'entre nous. Et d'où pour les intimes. Voilà, pour ceux qui sont proches de lui. Il a été, donc c'est un journaliste, ça c'est la première des choses. Il a été même, comment on appelle déjà, et je crois le premier responsable de l'observatoire de l'ODEM. Quand vous dites... Ancien vice-président également de la HAC, chargé de l'éthique et de la déontologie. Donc c'est quelqu'un... Ça ne suffit pas. Édouard Locaux, il a fait toutes les étapes. Il a même vendu des journaux. Dans les tricolores. Il connaît toutes les réalités du domaine. Ça, pour ça, je jubile. C'est la première des choses. Mais là où ma jubilation, je mets un terme à ma jubilation, vous savez c'est quoi? Édouard Locaux aussi. Vous mettez également, très tôt déjà un terme à votre jubilation? Oui, parce que Édouard Locaux a également, que vous le vouliez ou pas, une petite casquette politique aussi. Il est très proche de l'administration actuelle, du gouvernement actuel. Notamment son chef. C'est vrai qu'il est proche. Bon, donc, il est même conseiller. Il est un véritable acteur. Voilà. Donc, il sait... Disons proche. Proche. Je peux être proche de vous sans être acteur, en tout cas, sans être dans votre maison. Mais lui, il est dans la maison rupture. Il n'est pas proche. Voilà. Je ne veux pas faire des débats de concept. Il a cette petite casquette politique aussi. Parce qu'il ne peut pas nous dire comment... Enfin, il peut même nous relater comment est-ce que Talon est venu au pouvoir. Quel est le travail que lui a fait aussi à son niveau. Voilà. Donc, il connaît très bien ce secteur. Donc, il ne fera rien qui ira à l'encontre, par exemple, des intérêts du gouvernement actuel. Moi, je pense. C'est mon avis. Et parce que c'est un proche. Mais au même moment... Mais est-ce qu'il fera tout dans l'intérêt des journalistes? C'est mon espoir. Non seulement l'intérêt des journalistes, l'intérêt des entreprises de presse et de toutes de toutes les entreprises qui emploient donc ces journalistes-là. Parce qu'aujourd'hui, on sait... Regardez, moi j'aimerais dire, c'est un cri de cœur. Peut-être même un message, un message en 2 mots à l'endroit de M. Locaux, de notre devancier, de notre doyen, comme on dit généralement dans le domaine. Moi, je vais lui dire... Je préfère que vous dites aîné. De notre aîné, moi, si vous voulez. Le mot doyen, je combats ça parce que c'est enterrer la personne que de l'appeler doyen. Appelez-le aîné. D'accord. Moi, je veux dire, nous sommes aujourd'hui nostalgiques des conditions dans lesquelles eux, ils ont travaillé il y a quelques années. C'est vrai que le gouvernement, quand ils sont venus, ils voulaient régler un certain nombre de problèmes, comment on appelle, parce que beaucoup d'entre nous faisaient preuve de manque de professionnalisme, d'impératie, enfin, il y avait
un manque, il y avait des tares en ce moment. Maintenant que c'est réglé, maintenant qu'on a mis les bases, faisons de véritables réformes pour que nous puissions retrouver les conditions dans lesquelles eux, ils ont travaillé. Dans les conditions dans lesquelles, eux, quand ils adressaient une lettre à une administration, on se pressait de leur répondre, parce que si on ne leur répond pas, la une qui va sortir le lendemain peut être voilà, quelque chose qui va leur porter préjudice. Donc, aujourd'hui, on n'a plus, comment on appelle, cette estime-là pour le journaliste. Et pour dire clairement, le journaliste aujourd'hui est considéré comme un va-nu-pied au Bénin. Il faut le dire. Je l'ai toujours dit, Mais bon, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Oui, mais je dis, dès que tu dis, il y a encore des vertueux comme vous, que la modestie ne vous étouffe. Merci. Mais il y a certains qui vont dire, dès que vous vous présentez quelque part, je suis journaliste, en fait. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune estime, quoi. Et les gens pensent que le journaliste, comme il y a quelques brebis galeuses parmi nous aussi, bon, c'est normal. Et ça, c'est dans toutes les professions. Ce que je veux dire, les gens pensent généralement que le journaliste, c'est celui qui a échoué partout. Qui a essayé de faire quelque chose, qui a essayé de glaner et qui n'a pas réussi. Nous, on a choisi le journaliste par conviction. Parce qu'on aime la liberté d'expression. Parce qu'on veut informer. Parce qu'on veut être la voix des sans-voix. C'est notre credo, c'est nous, notre profession. Et j'ai du mal à croire qu'aujourd'hui, on ne puisse pas nous donner l'estime qu'il faut. Et aujourd'hui, il faudra que, comment on appelle, le nouveau président de la RAC travaille à faire des réformes qui vont rassurer les uns et les autres. Il ne faut plus qu'on mélange journalistes et influenceurs sur les... Donc, il ne faut pas nous mélanger, il ne faut pas nous mettre ensemble. Nous faisons un travail qui est très professionnel, un travail qui est bien fouillé, des enquêtes, nous recoupons, comment on appelle, des indices pour faire nos analyses. Donc, il faut faire très attention à ne pas nous mettre dans le même panier que tout le monde. Il faut qu'on restaure l'image du journaliste. Il faut qu'on nettoie la maison. Voilà. Et qu'on nous permette de vivre décemment aussi. Et pour que le journaliste puisse vivre décemment, il faut que les entreprises qui nous emploient également puissent, c'est-à-dire avoir des subventions. Il faudrait qu'on les aide. Très bien. Voilà. Laurent, pour finir. Moi, je crois que oui, on peut être satisfait de ce que on a pu mettre à la tête de la RAC un professionnel des médias Bonté, parce qu'on a toujours souhaité que ce soit un journaliste qui dirige la RAC, d'accord. Mais écoutez, je ne veux pas rêver et je ne veux pas... C'est gratuit, rêver. Non, je ne veux pas rêver pour un jour me relever et commencer par jeter toutes les pierres à Édouard Lecaux, comme je l'ai déjà dit. J'insiste sur le fait que Édouard Lecaux est de la famille de la rupture. Et dès l'avènement de Patrice Talon en 2016, c'est eux qui ont décrété la normocommunication. Ne l'oubliez pas. Et n'oubliez pas que les jeunes qui communiquent pour le gouvernement, ceux que nous appelons les clébés, sont assimilés, sont aujourd'hui comme des journalistes, traités comme des journalistes. Parfois, sur certains terrains de reportage, et vous n'allez pas me dire le contraire, ils sont même mieux traités que des journalistes. Parfois, sur des terrains de reportage. Donc, c'est la même famille qui continue son travail. J'estime que Édouard Lecaux fera ce qu'il peut. Mais cessons de nous leurrer en disant qu'il est là, il peut. La loi organique de la RAC dit quoi? Quelle est la mission de la RAC? La mission de la RAC, ce n'est pas d'améliorer les conditions de travail d'un journaliste. Qu'on ne se leurre pas. Si on veut amélioration des conditions des journalistes, ramenez-nous le ministère de la Communication et que nous versions nos doléances au ministère de la Communication. Parce que c'est le ministère qui évoque, qui parle des sujets et qui vont verser sans conseil des ministres. C'est l'économie numérique qui répond de nos problèmes maintenant. Non, vous n'avez pas vu la ministre. J'ai vu. Et j'ai vu, et vous là, vous-même qui parlez là, est-ce que vous sentez qu'on a un ministère de la Communication? On n'a rien. Voilà. Donc pour vous dire quoi? Pour vous dire que moi je ne veux pas rêver, je ne veux pas jubiler non plus. Je dis bonne chance à Édouard Lecaux et à son équipe. Sur les 9 personnes qui sont à la RAC, il y a 6 qui sont envoyées par les politiques. Les professeurs, on n'a envoyé que 3. À l'Assemblée nationale, même la majorité parlementaire a empêché les opposants d'envoyer quelqu'un parmi les 3. Donc c'est ceux qui soutiennent Patrice Talon, qui venaient de sortir d'une tournée pour dire que Patrice Talon a tout fait tout bon, tout beau dans ce pays-là. C'est eux qui ont envoyé les 3 et Patrice Talon a envoyé 3, ça fait 6 sur les 9 là. Et vous pensez que Édouard Lecaux peut faire sa volonté sans tenir compte de ce que veut le leader Patrice Talon? Est-ce que vous pensez qu'il aura les coups d'effort? Est-ce qu'il aura les mains libres pour vraiment travailler? Même s'il a la main libre pour travailler, il faut un budget, il faut un certain nombre de choses.
Et en dernier ressort, quand vous finissez d'élaborer le budget de la RAC, c'est le ministère des Finances qui décide si on doit vous accorder ce crédit ou pas. Et autant de choses, moi j'estime que en accompagnant Edouard Loko de tous nos bons voeux et espérons qu'il ait la possibilité de changer quelque chose s'il le peut. S'il ne le fait pas, on ne va pas lui en vouloir, on comprendra, parce que la RAC continuera d'être un instrument politique. Et les politiques vont s'en servir comme ils le veulent, pour faire ce qu'ils veulent. La RAC, on dit dans la mission que c'est pour la liberté d'expression. Mais depuis que la RAC existe, on a vu que la RAC a fermé les médias. Est-ce que la liberté d'expression, c'est fermer les médias? Il y a la volonté politique qui va toujours supplanter. Ne nous l'aurons pas. Souhaitons tous les meilleurs à Edouard Loko, mais si ça marche, s'il arrivait à faire quelque chose, on peut se réjouir et remercier Dieu. S'il ne le fait pas, on ne va pas lui en vouloir non plus, parce qu'on comprendra que sans la volonté politique, il ne peut rien faire. Merci Laurent Roland-Anthony Guès. C'est moi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Merci. Nous allons dresser un tapis rouge au docteur Valérie Idossou. Oumari Anjou, merci. Merci beaucoup. On n'a pas eu le temps pour parler complètement de la RAC. Si on peut en parler une autre fois, ça serait intéressant. Parce que c'est vrai que le la RAC, forum des rédactions va donc la RAC est un organe de régulation, mais parler, aujourd'hui, la voix d'Edouard Loko comptera un peu plus encore. Donc il faut qu'il utilise cette voix-là pour aider tous les professionnels des médias, pour penser à nos conditions. Ce que je voulais dire est que vous pouvez être une âme qu'on charge et l'âme va se retourner contre vous-même. Merci. Ah bon. Merci. Merci. En tout cas, c'est vous qui l'avez dit. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, mesdames, messieurs.